Alors, si vous voulez bien, on passerait à la présentation donc de Morgane Pellerin sur les actions collectives en sécurisation alimentaire. Morgane, c'est à toi. Bonjour, moi je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement avec Katia. Et mon directeur de recherche, c'est Rowan Louis Klein du département de géographie. Et j'ai aussi un co-directeur qui est Stéphane Vial de l'école de design. Et ma recherche elle porte sur les actions collectives par un design pour l'autonomie, puis leur contribution potentielle à la justice sociale, environnementale et alimentaire. Et ma recherche elle porte sur l'expérimentation de la fermette de Pointe-Saint-Charles. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ma recherche en 10 à 15 minutes, en mettant un peu l'accent sur l'approche que j'apporte. Puis ensuite, on aura du temps pour discuter plus en détail de certains éléments pendant la période de discussion. Donc, je vais commencer par vous parler du contexte général dans lequel s'inscrit ma recherche. Donc, en fait, le système alimentaire industriel dominant pose un réel défi en ce qui concerne autant la justice sociale, la durabilité écologique, la santé des communautés, puis aussi la gouvernance démocratique. Puis face à cette situation-là, il y a un nombre croissant d'initiatives alimentaires alternatives qui ont émergé depuis le début du 21e siècle, puis qui proposent des solutions viables, puis qui sont ancrées dans des contextes locaux pour contribuer à la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de ma recherche, moi, je m'intéresse aux actions collectives en lien avec la sécurisation alimentaire. Puis la sécurisation alimentaire, c'est une approche systémique qui englobe l'ensemble des actions, des processus, puis des apprentissages qui visent à améliorer une situation alimentaire. Puis en proposant des nouvelles formes de rapports et des nouvelles façons de faire, c'est un mouvement qui va dans le sens d'une société plus juste, plus humaine et plus équitable. Et donc, les initiatives de lutte pour la sécurisation alimentaire s'inscrivent dans le cadre d'un grand projet de transition sociale et écologique. Une revue de littérature qui a été réalisée par Sengers, Wigzorek et Raven en 2016, qui dégageait plusieurs années de recherche concernant le rôle des expérimentations pour participer à cette transition. Puis, les auteurs soulignent entre autres la pertinence d'approfondir un cas, d'étudier les pratiques qui se déroulent au sein de l'expérimentation. Et plus précisément, il importe de voir comment les initiatives se construisent, sont organisées et opérationnalisées par différents groupes, puis comment elles vont cohabiter avec des activités du même milieu. Puis aussi, quelles sont les options finalement qu'elles mettent de l'avant face au modèle dominant. Puis la pertinence aussi de faire un lien avec les enjeux de justice, ça a été mentionné. Donc, cette piste de recherche-là, ça m'a amené à étudier le processus de co-création d'un projet de fermette et d'agriculture urbaine qui prend place dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, qui est à Montréal, plus précisément sur le site du bâtiment 7, à partir de l'été 2020. Donc, je vais revenir à l'initiative plus tard. Mais pour ce faire, en fait, j'ai décidé de croiser l'approche du développement territorial à l'approche du design pour l'autonomie, qui est proposé par Arturo Escobar. Puis, ça m'amène à une brève introduction de ce qu'est le design, sans trop m'étendre parce que je pourrais en parler pendant des jours, en fait. Donc, le design, en fait, c'est souvent marginalisé comme étant utilitaire ou décoratif, puisque pratiquement tout ce avec quoi on interagit au quotidien, ça a été conçu par quelqu'un, des vêtements qu'on porte aux bâtiments qu'on habite, ou même aux tracteurs rouges qu'on voit sur la photo. Mais au cours, en fait, des années 60 et 70, il y a un univers inquiétant qui résulte de la production de masse, qui est critiqué par des designers radicaux, qui, eux, dénoncent en fait des enjeux politiques, culturels, sociaux et environnementaux. Puis, la critique qui est apportée et la posture qui est suggérée par des auteurs, elle résonne encore aujourd'hui, puis elle peut être comprise comme la nécessité de faire mourir un design des désirs pour laisser place à un design des écologies. Et la discipline, elle connaît au cours des dernières années une réorientation vers les ontologies. Puis, les différents auteurs qui s'intéressent à cette réorientation, ils voient un potentiel pour des innovations radicales. Puis, le design ontologique, en fait, dans le sens originaire pour les humains,
Il y a aussi les non-humains qui prennent en compte des structures de possibilités. Puis une façon d'adresser en fait cette dimension ontologique du design, c'est en adressant la question de comment la société engendre des inventions dont l'existence en retour va venir altérer aussi la société. Donc, ça sous-entend que ce qui est conçu, finalement, vient nous affecter en retour. Puis ça nous amène aussi à s'intéresser aux intentions. Un exemple concret de ça, ça pourrait être l'invention de la voiture, puis la façon dont, par la suite, ça a affecté nos modes de vie et aussi la façon dont on aménage nos villes, etc. Donc, le design, c'est compris comme un processus qui va demeurer ouvert dans le temps. Donc, le design ontologique, il rejette la vision cartésienne du monde, puis apporte aussi une dimension critique forte. Il y a aussi une dimension constructive, donc avec un potentiel pour contribuer à un changement culturel élargi. Et par exemple, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un projet de fermette de quartier va concevoir ou influencer à long terme, comme à travers le temps. Et depuis les 10 dernières années environ, il y a différentes tendances importantes qui ont émergé de l'univers du design. Puis, une des distinctions principales, en fait, de ces nouveautés-là, c'est que le produit ou l'artefact, comme l'objet, ça ne sera plus la finalité d'un processus. Il s'agit plutôt de concevoir des relations, des interactions et des expériences à l'intérieur et pour un système complexe. Et bien, parmi plusieurs contributions qui s'inscrivent dans cette réorientation-là, moi, je m'intéresse particulièrement à l'approche du design pour l'autonomie qui est proposée par Arturo Escobar, qui s'intéresse aux notions latino-américaines d'autonomie puis de communalité. Donc, ça amène à placer l'autonomie culturelle et politique dans le champ du design. Puis, un des principaux buts du livre qui est écrit par Arturo Escobar, c'est d'explorer le rôle potentiel du design pour contribuer à permettre des formes communales d'autonomie qui sont sous-entendues par des projets de vie et des visions de transition. Et en fait, l'auteur dit lui-même que la situation idéale pour un design pour l'autonomie, ce serait obtenu lorsque le client, le concepteur ou le designer et le décideur, puis celui qui va finalement profiter du système, ce serait la même entité et dans ce cas-ci, en fait, la communauté et ses organisations. Donc, ça présuppose que chaque communauté, finalement, pratique elle-même un design indépendamment des savoirs experts par ses organisations, ses relations sociales, ses pratiques, puis aussi ses relations à l'environnement. Donc, ce que la communauté conçoit, ce n'est pas un objet figé, ça va plutôt être un système d'apprentissage sur elle-même, un système d'investigation. Puis, en ce qui concerne les cas, finalement, de design pour l'autonomie au sein des communautés, le but du processus, ça devrait être vraiment le renforcement de son autonomie. Puis, ben, moi, en approfondissant les notions théoriques, j'ai tout de suite pensé au bâtiment 7, qui est qualifié de fabrique d'autonomie collective. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ben, il s'agit d'un ancien bâtiment ferroviaire qui a été reconverti par la population de Pointe-Saint-Charles dans le but d'en faire un moteur de transformation culturelle, sociale, politique, économique et environnementale. Puis, il y a une première phase qui a ouvert ses portes en 2018, qui comprenait entre autres des ateliers collaboratifs, une épicerie autogérée qui s'appelle Le Détour, une microbrasserie. Puis aussi, à partir de 2018, il y avait déjà en fait des espaces dédiés à l'agriculture urbaine à l'extérieur. Donc, Pointe-Saint-Charles, ça fait partie des quartiers urbains qui est encore affecté aujourd'hui par des conséquences d'une désindustrialisation accélérée, qui a été accompagnée par la précarisation puis la stigmatisation d'une portion importante de sa population. Donc, une partie importante des résidents du quartier qui sont confrontés à des enjeux en lien avec la défavorisation économique et sociale, puis avec l'insécurité alimentaire. Et l'arrondissement du Sud-Ouest, dont fait partie Pointe-Saint-Charles, c'est celui qui présente le deuxième taux d'insécurité alimentaire le plus élevé à Montréal, soit 10,1 %, précédé seulement par Montréal-Nord. Puis,
à Pointe-Saint-Charles, ben, le secteur qui est situé au sud de la rue Wellington, dans lequel se situe aussi le bâtiment 7, il a été identifié par la Direction de la santé publique en 2007 comme un désert alimentaire. Et c'est aussi ce secteur qui présente le plus haut taux de défavorisation économique et sociale du quartier. Donc, c'est en fait le seul secteur dont la portion des résidents qui vit sous un faible revenu, avec un faible revenu, est supérieure à 30 %. Puis, le quartier il est aussi confronté à des enjeux en lien avec la gentrification. Donc, il y a des transformations physiques et sociales qui ont lieu. Puis, ça affecte le milieu de vie des anciens résidents de Pointe-Saint-Charles en ayant un impact sur leur vie quotidienne. Donc, ça c'est un peu le contexte, finalement, ce qui se passe à Pointe-Saint-Charles. Puis, face à cette situation-là, bien, il y a un nombre important d'organismes et de collectifs qui se concertent pour proposer des initiatives qui viennent s'inscrire dans un processus de sécurisation alimentaire. Puis, en 2016, a lieu l'initiative Nourrir la Pointe, qui amène en fait les groupes du quartier à se réunir pour développer une vision et des objectifs communs pour concevoir une initiative de pôle alimentaire qui prendrait place au bâtiment 7. Ouais, c'est ça. Puis, à partir de l'automne 2019, en fait, il y a comme c'est juste avant que je commence mon terrain, il y a eu un changement dans la stratégie un peu pour envisager non plus la conception d'un projet théorique qui se voudrait vraiment à long terme, mais plutôt la mise en place d'une initiative expérimentale prévue dès l'été 2020 sur les espaces privatifs à l'extérieur du bâtiment 7. Puis ce projet-là, qui a été nommé la Fermette, il a pour mission d'accroître l'autonomie alimentaire de Pointe-Saint-Charles par un projet d'agriculture urbaine alternatif, écologique et solidaire au bâtiment 7, puis qui contribuerait au déploiement d'un véritable système alimentaire de quartier. Donc, il est porté par le comité Fermette, qui lui est composé de l'épicerie autogérée Le Détour qui se trouve au bâtiment 7, du 7 à nous, qui est porteur justement du projet du bâtiment 7, de l'organisme le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles et aussi de la Corporation de développement communautaire Action Gardien à Pointe-Saint-Charles qui réunit comme de 26 organismes, je crois, puis quelques citoyens, citoyennes et étudiants. Donc, la Fermette, juste pour mettre en contexte, c'est en fait surtout des jardins à l'extérieur. Ça comprend une serre et des conteneurs qui seront aménagés éventuellement pour des laboratoires et des espaces de transformation et des poules. Donc, les objectifs de ma recherche, c'est de dresser un portrait du réseau d'initiatives en sécurisation alimentaire à Pointe-Saint-Charles et comprendre en fait leur dynamique. Apporter une compréhension de l'amorce finalement du projet de Fermette, puis de comment s'est développé le processus que j'appelle le design pour l'autonomie, puis apporter une compréhension des résultats qui sont attendus de ce projet-là de la Fermette à court terme, mais aussi à long terme parce que il y a quand même la vision du pôle alimentaire à long terme qui est conservée dans ce projet-là. Et je me demande en fait dans quelle mesure une initiative collective de design pour l'autonomie ça pourrait favoriser la justice sociale, environnementale et alimentaire. Et ma recherche, en fait, est de type inductive, puis c'est une étude de cas. Donc, j'ai eu en fait l'occasion de m'impliquer principalement au sein du comité Fermette, qui est porteur de l'initiative, à partir de l'automne 2019, mais aussi dans certains cercles et comités au bâtiment 7. Puis, j'ai aussi assisté à une rencontre du comité en sécurité alimentaire d'Action Gardien, comme c'est plus à l'échelle du quartier. Et à l'été 2020, j'ai fait quelques visites terrain sur la Fermette. J'ai fait aussi des entretiens semi-dirigés auprès des membres du comité Fermette, qui est 11 personnes au total. J'ai tenu un journal de bord aussi pour documenter mon processus et mes observations. Puis, j'ai aussi analysé des documents qui ont été produits à l'interne. Donc, en fait, ça a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de résultats qui sont très riches avec 3 objectifs assez diversifiés.
Puis là, j'en suis en ce moment à les relire, les reformuler, puis finalement faire sortir des concepts clés. Puis c'est quelque chose que je trouve assez difficile parce que, en fait, dans mes résultats, je vois comme plein de liens entre la théorie et le terrain. C'est vraiment fort, mais comment opérationnaliser des concepts, là, c'est mon défi du moment. Puis voilà, donc je suis ouverte à toute piste ou conseil, partage de ressources. Puis ça conclut ma présentation. Et merci pour votre écoute. C'est vraiment un plaisir d'avoir cet espace-là aujourd'hui pour partager la démarche. Puis j'ai l'impression d'avoir peu parlé de la Fermette, mais j'ai quand même des résultats en tête, donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça.